Bonjour aussitôt. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien sur Europe 1 ce matin. Les internautes d'Europe 1 ne voient pas votre visage sur europe1.fr. Pour quelle raison? Non seulement ils ne voient pas, mais ils ne le verront jamais, parce que tout simplement on est en train de faire l'interview ailleurs. Voilà. Pourquoi on l'a fait ailleurs? On l'a fait ailleurs pour des raisons de sécurité. C'est que je n'ai pas envie de dévoiler mon identité et que j'ai envie de garder ma confidentialité le plus longtemps possible. Là, vous avez peur pour votre vie? Pas du tout. C'est pour avoir la tranquillité que mes enfants puissent aller à l'école tranquillement sans savoir ce que leur père a vécu, bien que ce livre est dédié à ma fille. Donc c'est pour vivre votre nouvelle vie tranquille, Exactement. sans qu'on vous identifie. Je sais que vous avez peur des questions clichés avec ces interviews après avoir écrit ce livre. Je vais vous en poser une parce qu'il faut bien qu'on comprenne qui vous êtes. Est-ce que vous avez déjà tué de vos propres mains aussitôt? Quand on est dans le milieu dans lequel où on est, ou quand on rentre dans ce milieu-là, effectivement, on n'a pas le choix. C'est soit on est tué, soit on tue. Donc c'est la loi du milieu où il faut survivre. Et puis quand il pleut, on se mouille. C'est ça, la comparaison c'est quand il pleut on se mouille, donc quand on est dans ce milieu on tue. Voilà. Donc il ne faut pas dire qu'en face c'était des enfants de cœur aussi. Vous avez tué combien de fois? Un certain nombre de fois. On va donner un exemple dans lequel vous avez tué. C'est notamment avec l'Arménien. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'Arménien? L'Arménien, il a fait des bêtises et il fallait le punir. Quoi, il vous a balancé? C'est pas il nous a balancé dans le contexte, mais il s'y est pris comme un manche et ça s'est très très mal passé à la fin. Et donc il a failli mettre en danger toute l'équipe. Mettre en danger toute l'équipe, c'est mettre en danger tout un business. Mettre en danger un business, c'est mettre en danger toute une chaîne de livraison. Est-ce que vous le regrettez aujourd'hui? Je peux pas dire que je regrette, mais il faut savoir une chose, c'est que ou c'était lui ou c'était nous. À 23 ans, sitôt, vous êtes interpellé pour faux et usage de faux. Vous passez quelques mois en préventif dans la plus grande prison d'Europe, à Fleury-Mérogis. Oui. Et vous écrivez, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, la prison est l'école du crime. Pourquoi? On rentre effectivement dans une prison avec un baccalauréat et on ressort avec un doctorat de quelque chose d'autre. Vous, c'était doctorat de quoi? Un doctorat d'un trafic quelconque. C'est-à-dire que vous ne l'avez pas vécu comme une sanction, vous l'avez vécu comme il faut que je prépare la suite? Non, je l'ai vécu comme une révolte, la prison, moi. Et j'ai pas pu accepter d'encaisser un échec sur lequel j'allais en rester là. J'ai essayé de me réinsérer une fois que je suis sorti, bon. Puis résultat de course, j'ai été repris dans une spirale et puis après la spirale a été beaucoup plus importante. Et donc vous avez fait comment pour devenir narcotrafiquant? C'est des rencontres, c'est des voyages, c'est comment vous avez fait? On est descendu, on a pris la décision de descendre en Espagne, rencontrer des gens qui nous ont rencontré d'autres gens. Et à ce moment-là, on a commencé effectivement, suite à l'argent qu'on en avait déjà, de commencer à travailler par les petites quantités. Et puis après, c'est un effet boule de neige. Donc avec la marge qu'on faisait, on réinvestissait. Une entreprise, quoi. Exactement. Vous étiez chef d'entreprise? Oui. C'est comme ça que vous le viviez? C'est comme ça que je le décris dans le livre, oui. Dans ce cheminement-là, il y a les go fast. Alors juste parenthèse, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas le go fast, c'est en gros vous revenez en voiture avec la drogue à toute allure sur autoroute, c'est ça? Ou vous respectez les limites de vitesse? Pourquoi on dit go fast d'ailleurs? Go fast, on dit parce qu'effectivement, c'est un terme technique qui désigne un déplacement d'une marchandise assez rapidement. Le but du jeu, c'est pas de rouler vite, c'est de rouler intelligemment. Et là, vous pourriez nous la réciter, la route? Ah oui, bien sûr, la N340 en partant, je la connais encore par cœur. Donc la N340 en partant de Malaga, arriver jusqu'à la A92, puis la N4 à partir de Carolina, on a encore 150-200 km jusqu'à Madrid. De la N4, on prend la N1 jusqu'à Vitoria, puis la A8 jusqu'à San Sebastian. De San Sebastian, on prend la 63 jusqu'au Land, National 10, puis après c'est l'autoroute A10. Vous étiez dans la voiture ouvreuse, c'est-à-dire qu'il y a deux voitures, une qui repère le terrain en quelque sorte, c'est ça, et l'autre qui emmène la drogue? En fait, il y a plusieurs manières de travailler et surtout, ça dépend des quantités que tu transportes. Il faut savoir que 200 kg dans une voiture, ça se voit. Pourquoi ça se voit? Parce que le poids de la voiture, ça commence à se baisser plus. Donc soit il faut renforcer les suspensions, soit il faut aller chercher des voitures qui sont effectivement équipées de suspensions hydrauliques qui rééquilibrent la voiture facilement. Narcotrafiquant, qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme? Vous, c'était quelle drogue? On a commencé avec la résine de cannabis et on a fini avec la chlorhydrate de cocaïne. Est-ce que vous pensiez parfois aux gens qui ensuite consommaient, au fléau qu'est la drogue? Alors ça aussi c'est une question intelligente, Merci. très intéressante d'ailleurs. En fait, si vous voulez, quand on est dans la spirale, on ne pense pas vraiment au consommateur. Moi, j'aurais été curieux de savoir ce qu'aurait pu répondre Philippe Maurice, si lui, il pense à tous ses consommateurs, à Pernod Ricard par rapport à ses consommateurs aussi, tous ceux qui meurent L'alcoolisme? voilà, d'alcoolisme. Le problème aujourd'hui, si vous voulez, c'est la question sanitaire, c'est-à-dire que dans les années 80, la drogue était encore pure.
Elle l'est encore moins aujourd'hui parce qu'elle est coupée et mélangée avec des produits synthétiques. Et demain, elle sera encore moins pure. Si personne ne fait rien, je ne sais pas où est-ce qu'on va aller dans les 10 prochaines années. C'est-à-dire qu'à aucun moment, vous n'avez pensé à des victimes potentielles de la drogue. Non, parce que je ne suis pas dealer à la dose. Vous n'aviez pas de contact avec le client final. Non, pas du tout. Vous-même, vous consommiez? Non, Jamais. jamais. Vous n'avez jamais essayé la moindre? Jamais essayé la moindre drogue. Comment est-ce qu'on envisage, quand on est dans ce milieu-là, quand on est narcotrafiquant, comment on envisage la suite de sa vie? Est-ce qu'on se dit, la fin est proche? En fait, on n'envisage pas la suite de sa vie. On se rend compte effectivement qu'on n'a pas d'avenir. Pour sortir de là, c'est soit il faut mourir, soit il faut faire de la prison. Je pense avoir de la chance aujourd'hui d'avoir survécu et d'avoir eu la possibilité de raconter cette histoire. Aujourd'hui, vous estimez chanceux. Ah oui, complètement. Pourquoi? Parce que j'aurais pu mal finir. J'aurais pu être à la place de l'Arménien. Aussitôt, vous dites au lecteur, ne crois pas que ce que tu vas lire est une apologie de la vie d'un hors-la-loi. Si tu ne retiens que l'argent, l'apparence, la vie de luxe, de débauche, tu n'auras rien compris. Tout cela ne tient que par la violence, le sordide, la souffrance, la mort. Regarde bien les deux revers de la médaille avant de juger. Et pourtant, j'ai pas l'impression de discuter avec un repenti. Mais je ne suis pas un repenti. Je suis un survivant. Mais est-ce que vous ne croyez pas on attend d'un livre comme celui-ci de lire au moins un peu de repenti? Quand on a du sang sur les mains, quand on a alimenté du trafic de drogue. Vous pensez pas que ça peut choquer? C'est pour ça que c'est un livre qui est peut-être brut de décoffrage tel que je l'ai écrit. C'est un livre qui peut choquer, mais en tout cas, c'est une certaine réalité de ce que j'ai vécu et ce que vivent les gens qui m'entouraient et qui sont dans ce milieu-là. Si c'était à refaire, vous le referiez tout ça? Non. Non, je ne le referai pas parce que je pense qu'il y a une manière beaucoup plus intelligente pour gagner de l'argent. Bien que dans ce milieu, j'ai su acquérir une certaine forme d'expérience que je me sers aujourd'hui pour dans ma vie, je veux dire, légale. Ce livre, vous l'avez fait pour votre fille essentiellement? Ce livre, je ne l'ai pas seulement fait pour ma fille, je l'ai fait aussi parce que j'avais besoin d'évacuer un certain nombre d'images qui commençaient à s'accumuler dans ma tête. Des images de mort? Entre autres, oui, des images de mort, des images de découpage, enfin des images de cadavres, de sacs poubelles, de tout ce que vous voulez, je veux dire, tout ce que le subconscient il dégueule. Et donc, voilà. S'il y a des petits caïds qui nous écoutent, comme vous à vos débuts, est-ce que vous diriez... C'est drôle parce que moi, lorsque je suis arrivé en prison et que je suis tombé sur des grands caïds qui m'ont dit ne t'embarque pas dans ce milieu-là, il n'y a rien d'intéressant, j'ai quand même suivi ma propre conscience. Je souhaite surtout dire qu'il faut savoir être responsable de ses actes et savoir ce qu'on fait, c'est tout. Merci beaucoup aussitôt d'avoir accepté de répondre à Europe 1, de l'Europe à l'Amérique du Sud, Confession d'un narcotrafiquant. Un livre publié cette semaine aux éditions Florent Massot. Merci à vous d'être venu sur Europe 1 ce matin. Merci. Sur Europe 1 ce matin. Merci. Sur Europe 1 ce matin.